Yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de la saison 7 de The Walking Dead, épisode nommé Heart Still Beating. Les cœurs battent toujours. Et oui, les membres de Rick sont encore là et ils sont prêts à prendre leur revanche. Alors un épisode comme on les aime, puisqu'il y a du rythme, ça fait avancer l'histoire, on a de nouveaux éléments qui arrivent, on sent que tout se met en place et ça, c'est vraiment stylé. Malheureusement, va falloir attendre jusqu'au 12 février pour avoir la suite de la saison. C'est un petit peu dommage parce que ces deux derniers épisodes étaient vraiment pas mal et on aurait aimé avoir des épisodes comme ça pour toute la saison. Là, ils nous mettent un petit temps de suspense jusqu'à la suite. Alors cet épisode est un peu construit différemment. On a plein de petites intrigues qui évoluent tout en même temps et on va avoir l'aboutissement de ces petites intrigues entre le milieu et la fin de l'épisode. Donc tout arrive en même temps. On a l'évasion de Daryl, on a la confirmation que c'était bien Jésus qui avait glissé le mot sous la porte. C'était prévisible avec les bruits de pas qu'il y a eu avant que le mot soit glissé. C'était Jésus qui avait bien préparé le chemin pour Daryl. On voit ça par exemple juste avant que Daryl ouvre la porte pour sortir dehors. Il y avait un petit bout de carton, je crois un emballage d'allumettes qui était posé pour qu'elle puisse s'ouvrir plus facilement quand il la pousse. Daryl qui tombe nez à nez avec un membre des Saviors, celui-ci prend peur directement, et là Daryl qui le massacre. Il nous fait une petite Negan là hein, sur le coup. Hein. Et là on sent vraiment toute la rage qu'il a envers les Saviors et il le dit à la fin, vous voulez tout prendre. Et il voit juste après que ce mec avait l'arme de Rick, donc forcément il la récupère. Un espèce de symbole qui annonce le retour de Rick dans le combat. Mais là on se dit, s'il avait l'arme de Rick, pourquoi il s'en est pas servi? T'as un mec qui a une barre de fer devant toi, tu te recules, tu sors ton arme, bam, tu shoots. Quoi qu'il en soit, Jésus qui arrive à ce moment-là, comme quoi il avait aussi prédit le timing de Daryl, et Daryl qui récupère enfin une bécane. La reconstruction de Daryl est en marche. Malheureusement, pas d'arbalète en vue. De son côté, Michonne a fini son road trip avec la membre des Saviors. Elle peut voir d'elle-même maintenant le camp des ennemis, et voir à quel point ils sont nombreux. Donc son intention c'était pas forcément de faire une mission suicide, c'était peut-être plus de prendre des informations. La fille qui était menacée par Michonne se sacrifie un petit peu. Elle aurait pu lui dire vas-y on y va, je connais un moyen, et au final elle appelle des gardes pour tuer Michonne, etc. Non, elle a préféré lui dire tu n'as aucune chance, renonce, il y a un silencieux dans la boîte à gants, et bute-moi. Elle était résignée à mourir, on sait pas pourquoi, mais sûrement un trait de sa personnalité. Et Michonne qui nous sort du grand Michonne, zéro compassion, ou alors juste un petit peu, mais qui lui épargne pas la vie. Qui la shoot, et ça c'est cool. Badass Michonne. Y a pas de gnangnan de oh tu es gentil, va-t'en, je te laisse la vie sauve. Par contre, pourquoi gaspiller une balle quand toutes les balles sont comptées et que t'as un katana de 2 mètres dans ton dos? Ça c'est moins cool. Quoi qu'il en soit, ça a permis de prendre la température et Michonne qui retourne directement à Alexandria. On a une petite scène intéressante où il y a Richard, un membre du royaume, qui va voir Morgan et Carol pour leur parler justement des Saviors et leur dire c'est le moment de se battre. Je sens qu'il y a un truc qui se prépare. T'as raison Richard, t'as raison. Mais malheureusement Morgan et Carol sont pas prêts à l'écouter. Alors, est-ce que c'est Richard qui va trouver Rick pour l'amener au royaume? Ou est-ce qu'au final, en recroisant Rick, Morgan ou Carol va faire la liaison avec les Saviors et va leur dire ok, c'est bon, il avait raison, là on est prêt. Je sais pas trop. Rick et Aaron font une petite balade en barque pour récupérer des provisions. Là, il y a un faux suspense avec les walkers qui attaquent la barque. Je me demande comment ils peuvent être efficaces dans l'eau. Déjà que sur Terre, on a juste à leur planter un petit truc dans la tête. On est à la saison 7, ça se fait assez facilement. Donc sur une barque, c'est pareil. Hein. Je vois même pas comment ils se sont sentis en danger 2 secondes. Et même à un moment, Aaron tombe dans l'eau, il est encerclé par plusieurs walkers. Il a juste à plonger et il ressort plus loin. Ouf, comme à la piscine, une petite séance d'apnée. Du coup, pas vraiment de danger, un faux suspense. Mais on voit qu'ils ont récupéré pas mal d'armes et de provisions. Et là, on l'avait dit, un nouveau personnage les guette. Un personnage tellement mystérieux qu'on ne peut voir que ses bottes. Mais pourquoi ses bottes? Parce que ses bottes ont du style. Et oui, il y a des câbles autour. Non, plus sérieusement, introduction d'un nouveau personnage qu'on revoit à la fin du générique, je sais pas si vous avez pu voir. Un personnage qui a le visage camouflé tel un ninja et qui observe un petit peu la ville d'Alexandria. Donc deux choses, soit ce personnage passé par hasard, soit la disposition des provisions au milieu du lac. C'est un stratagème de ce personnage pour pouvoir après suivre un nouveau groupe ou pour pouvoir tendre un piège aux nouveaux arrivants, les observer, les suivre et prendre des informations sur eux. Alors, ce personnage gentil ou ennemi, on sait pas encore. En vue de la supériorité numérique et de la force des Saviors, ça aurait pas d'intérêt d'introduire un nouveau méchant tout de suite. Donc à mon avis, c'est plutôt un allié qui va se joindre à eux après pour les aider à buter le groupe de Negan. Ça reste une supposition, je sais pas encore. Je sais que ce personnage, c'est un personnage des comics, mais comme j'ai pas lu les comics, je ne peux pas aider, mais je ne suis pas spoilé non plus. Alors retour au camp, Rick et Aaron tombent sur les Saviors qui étaient présents. Et là il y a Aaron qui se fait tabasser. On comprend pas vraiment pourquoi. Surtout qu'avant ils avaient félicité Spencer parce qu'il avait ramené des provisions. Et qu'en gros ils lui ont dit on aime bien les hommes qui se bougent un petit peu pour les Saviors. Toi t'es cool. Rick et Aaron c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont bougés pour eux, ils ont ramené pas mal de trucs. Et là ils les remercient pas, ils tabassent Aaron. Homophobie ou facilité scénaristique pour susciter une révolte chez Rick. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu facile. Du coup, Rick qui sent de l'injustice et qui a encore plus envie de se révolter. Alors, Negan, dès le début de l'épisode, il est en mode tablier de cuisine à la cool,
avec Carl. Il se prépare un petit repas. On attend le retour de Rick, ça fait un petit peu penser à une maman qui attend le mari à la maison. On le voit, il est en mode sourire, il est en mode je m'amuse, c'est cool, c'est sympa. Et au milieu de l'épisode, 2 personnages en moins chez Alexandria. Bim. Faut pas blaguer avec lui. Il a un petit côté imprévisible, un petit côté bipolaire aussi. Mais c'est ça qui fait la force du personnage en même temps. Donc on a Spencer, encore le fourbe Spencer, qui veut s'arranger avec Negan pour voler le pouvoir à Alexandria et surtout pour évincer Rick qui déteste. Et enfin, la délivrance. Merci Negan, merci d'avoir éliminé cette espèce d'ordure là qui nous saoulait, Il était plus détesté que Negan le mec. Alors pourquoi l'a-t-il tué? Est-ce qu'il l'a tué parce qu'au fond il aime bien Rick, qu'il a pas aimé ce que Spencer lui a dit? Est-ce qu'il l'a tué parce que c'est lui qui a placé Rick en tête d'Alexandria et que quelqu'un vient lui dire t'as mal fait ton travail, t'aurais dû me placer moi à la tête ou je peux faire mieux que lui? Il a peut-être pas aimé non plus. Ou alors, la troisième hypothèse, que je pense être la bonne, c'est que Spencer demande à Negan de tuer Rick et qu'en gros Negan lui dit toi t'as pas les balls de le faire, pourquoi tu demandes à moi de l'éliminer alors que toi tu peux très bien t'en charger tout seul? J'aime pas les pussies. C'est ce qu'il nous dit souvent Negan, il aime bien les mecs qui ont du caractère et c'était pas du tout le cas de Spencer. Et surtout il lui dit Rick est prêt à se sacrifier pour les autres, et toi non, tu veux que te sauver ta pomme. Du coup quel moyen de pression on peut avoir contre quelqu'un comme ça? Pas grand chose si ce n'est le menacer lui directement. Au final on a le petit Spencer qui s'offre une petite aération ventrale, sympa. Mais c'est tant mieux, c'est une scène un peu gore hein, parce qu'on voit les boyaux qui sortent, limite il aurait pu faire de la corde à sauter avec. Mais au fond de toi, t'es content. T'es content qu'une ordure en moins disparaisse. Et là dans ta tête, tu te dis quand même, merci Negan, tu nous enlèves une épine du pied. Là c'est stylé. Deuxième partie de la phase de Negan, il veut continuer sa petite partie de billard tranquille. Et la Rosita, qui nous fait de la Rosita. On l'avait dit, pourquoi tu fabriques une seule balle? Bah pour rater, bravo. C'est exactement ce qu'elle fait, on peut dire merci à Lucille d'avoir sauvé Negan. Sinon le taux d'humour des épisodes de The Walking Dead aurait diminué de 90%. Rosita qui rate sa cible. Après voilà, petit dommage collatéral. Negan s'emporte, il y a Olivia qui meurt. Quel dommage. Il y a sûrement un groupe de fans d'Olivia qui doit se cacher quelque part. Mais j'en connais pas personnellement. Un petit suspense, est-ce que Rosita va mourir ou pas? Ça aurait pas été un réflexe pour moi si on me tire dessus de récupérer la balle pour voir comment elle a été faite et de demander qui l'a fabriquée. Mais bon. Negan nous montre qu'il est encore une fois de plus intelligent, intransigeant, et il cherche le coupable. Au final, il découvre que c'est Eugène, il décide de le prendre avec lui et de l'emmener. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Est-ce que ça va être le fer rouge? Ou est-ce que simplement il va lui demander de fabriquer plus de balles parce que les munitions sont comptées? Ou alors il va peut-être juste l'isoler en se disant cet homme est trop dangereux, il peut fournir des balles. Un savoir qui pourra être utile aux Saviors et qui pourra utiliser. Je vois mal Eugène survivre à du Easy Street toute la journée, ni à l'espèce d'arène où il doit combattre des zombies. C'est pas trop ce qu'ils vont lui faire, mais on va voir. Quand Negan croise Rick, il lui dit « Tu devrais me remercier parce que j'ai tué Spencer ». Et en soi, quand on analyse la situation, Negan n'a rien fait de mal, le pauvre. Non, plus sérieusement, il a supprimé un personnage qu'on aimait pas trop, Spencer. En plus, c'était un traître. Malheureusement, bon, il a tué Olivia. Ça, ok, c'était pas bien Negan, c'était pas bien. Mais après, c'est vrai qu'il a pas vraiment puni Carl pour ce qu'il a fait. Il aurait eu 10 000 raisons de tuer plein de gens, de se venger sur Rick en lui remettant tout sur le dos en disant que c'était Rick qui était responsable. Mais il l'a pas fait. Donc d'un côté, on se dit, à sa place, on aurait peut-être fait pareil que lui. On aurait même tué Rosita. Par contre, il y a un petit truc qui cloche. Negan n'a pas fait le rapprochement entre le camion en provenance de la colline et Carl qui était dedans. Il s'est pas dit un seul moment comment ça se fait que Carl était dans ce camion alors que Alexandria et la colline ne se connaissent pas. Ou alors il s'est peut-être dit, Carl a suivi les hommes de Negan, peut-être qu'ils faisaient une tournée des villages à Requete, j'en sais rien. Et il s'est peut-être dit, Carl a suivi le camion jusqu'à la colline et il est arrivé chez nous. Mais dans ce cas-là, il devrait s'inquiéter que Carl communique à Rick, qui est un autre village, un autre groupe, pas très cohérent. Et Rosita, qui est pas vraiment punie, bon, elle a une balafre sur le visage. Elle a quand même échappé au pire. Elle le disait juste avant à Gabriel qu'elle était prête à se sacrifier parce qu'elle se sentait pas importante. Elle a raté. Elle a raté son sacrifice et elle a raté son meurtre de Negan. Rosita, Abraham serait pas du tout fier de toi, mais bon. Et tout ceci, enfin, a servi de déclic à Rick. Il s'est dit, aïe, c'est bon, ces conneries, c'est fini, il y a qu'un seul moyen, il faut que je combatte. Mais alors qu'est-ce qui a suscité ce déclic? J'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est le fait qu'Aaron se soit fait passer à tabac? Est-ce que c'est la mort de Spencer qui aurait suscité une émotion insoupçonnée chez Rick? C'est peu probable. Ça aussi c'est pas très cohérent. Il a eu deux amis très proches qui sont morts. Ça lui a mis le moral dans les chaussettes. Et là il y a des gens dont on s'en fout un petit peu qui meurent. Et ça le booste. Alors on peut se dire c'est juste qu'il avait besoin de temps. Et que ces événements lui ont fait réaliser. Mais c'est bof. Pour moi, c'est pareil. Je trouve ça un peu facile. Mais on apprécie quand même le retour de Rick Grimes, qui va venir en mode Counter-Strike et qui va un petit peu défoncer tous les Saviors. Parce qu'on sait au final qu'ils vont réussir.
On sait pas comment, on sait pas quand. Alors à la fin, séquence émotion. Il y a tout le groupe de Rick qui est présent. Il y a même Jésus à leur côté, on le voit. Ça sous-entend, voilà, Jésus est accepté dans le groupe de Rick. Il fait maintenant partie d'eux. Et ça nous déplaît pas parce que Jésus, il est quand même assez stylé. Et puis, il y a le vrai passage émotion avec Daryl et Rick. L'accolade. C'est plus qu'une accolade, ils se prennent dans leurs bras et Daryl qui fond en larmes dans les bras de Rick. Et là, forcément, ça te réchauffe un truc ici, ça te réchauffe un truc dans le cœur. Quand tu vois Daryl, un homme viril, un homme sans sentiment qui se met à pleurer, même si toi t'es le plus viril des hommes, au fond de toi, t'as la petite larme. Et si t'es avec des potes, tu le montres pas. Ce qu'ils ont fait à Daryl, c'est pas humain. Ok, Spencer est mort, ok, Olivia est mort. Mais Daryl, du Easy Street, non, ça restera pas impuni. Et c'était ce qu'on voulait au final, ça y est, c'est bon. Ils sont prêts à se battre, ils sont chauds. Il y en avait déjà quelques-uns qui étaient chauds, mais là ils sont vraiment tous chauds. Et ça c'est stylé. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite de la saison? Forcément un ralliement avec le royaume, The Kingdom. Pourquoi pas avec le village des Amazones? Et pourquoi pas avec le nouveau personnage mystère ninja? En tout cas on verra, mais là on est plutôt optimiste. Et voilà, c'est fini. On n'a plus qu'à attendre jusqu'au 12 février maintenant. Surtout, résistez. Regardez pas les previews de la suite de la saison. Regardez rien pour l'instant. De toute façon, vous savez que vous allez regarder. Alors ça sert à rien de vous spoiler avec ce qui va se passer, avec des acteurs, avec des noms d'épisodes, n'importe quoi. Toute information qui va arriver sur la suite, c'est un spoil. C'est mon combat. Ne vous spoilez pas, les gars. En tout cas, hâte de retrouver la suite de la saison. J'espère que ça va bien être rythmé. J'espère qu'ils vont apporter du lourd. Est-ce que j'espère que Negan va mourir? Ça, je sais pas. Je sais pas. Il mérite de mourir, en fait, ce qu'il a fait. Glenn, on t'a pas oublié. Mais quand même, c'est un personnage qui donne beaucoup d'attrait à la série. Alors si on nous dit qu'après Negan devient gentil, non, ça serait vraiment nul par contre. Je pense qu'il doit mourir, mais peut-être pas tout de suite. Il est cool quand même. N'hésitez pas à réagir en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous avez votre avis à apporter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à la vidéo. Et surtout à vous abonner si vous appréciez pour m'encourager ou par hasard. Je vous dis à bientôt.